Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu technique, mais qui est absolument crucial dans une vente immobilière, les fameux honoraires d'agence. Qui paye? Le vendeur, l'acheteur? Et surtout, est-ce que ce choix change vraiment quelque chose au final? On va voir que oui, et bien plus qu'on ne le pense. Cette phrase, elle est parfaite, elle résume tout. Le prix qu'on voit sur une annonce, c'est la couverture du livre. Mais les honoraires, c'est eux qui nous disent comment l'histoire est vraiment écrite, qui est l'auteur principal du montage financier. C'est ce détail qui fait toute la différence. Parce que oui, comprendre la différence entre charge vendeur et charge acquéreur, ce n'est pas juste pour la culture générale. Non, non, c'est une vraie question de stratégie et potentiellement d'économie. Mais avant de plonger dans les stratégies d'aujourd'hui, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que pour bien comprendre les règles du jeu, il faut savoir comment c'était avant. Et franchement, c'était un peu le Far West. Imaginez un peu le tableau avant 1970. Une opacité quasi totale. Les agents immobiliers pouvaient effectuer un peu comme ils voulaient, parfois même au vendeur et à l'acheteur en même temps, sans que ce soit très clair. Et puis, le 2 janvier 1970, tout bascule. La loi Hoguet arrive et impose un grand coup de balai, lançant une ère de transparence obligatoire. En gros, cette loi elle a posé 3 piliers, 3 fondations. Primo, un pro de l'IMO doit avoir un mandat écrit pour bosser. Fini les accords verbaux flous. Secondo, transparence totale et obligatoire sur le montant des honoraires. Et tertio, le point qui nous intéresse le plus, il faut écrire noir sur blanc qui va payer ces honoraires. Cette image, elle est parlante, non? Avant, le marché, c'était une maison construite sur du sable. La loi Hoguet, elle est venue couler une bonne grosse dalle de béton pour que tout le monde puisse construire sa transaction sur des bases saines et solides. Bon, maintenant qu'on a le contexte, entrons dans le vif du sujet. De ce cadre légal sont nés 2 systèmes qui cohabitent. Et c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue stratégique. Le premier système, et de très loin le plus répandu, c'est les honoraires charge-vendeur. C'est simple, les frais de l'agence sont déjà dans le prix de vente affiché. C'est le fameux prix FAI, pour frais d'agence inclus. Officiellement, à la fin, c'est le vendeur qui règle l'agence avec l'argent de la vente. Et puis, il y a l'autre option, les honoraires charge-acquéreur. Là, c'est l'inverse. Le prix affiché est le prix net vendeur, et à côté, bien en évidence, on trouve le montant des honoraires. C'est donc l'acheteur qui les paie en plus du prix de la maison. Ce petit tableau résume bien la situation. D'un côté, le prix tout en un. De l'autre, un prix en 2 parties. Mais la différence fondamentale, celle qui a un impact concret sur le portefeuille, elle est sur la dernière ligne. L'impact sur les frais de notaire. En charge vendeur, ils sont calculés sur le prix total. En charge acquéreur, ils sont calculés uniquement sur le prix net du bien. Et ça change tout. Alors, la question se pose, si une des 2 options semble fiscalement plus maligne, pourquoi est-ce que le marché est écrasé par l'autre? C'est un peu un mystère, non? Les chiffres sont sans appel. On parle d'environ 85% des transactions qui se font en charge vendeur. C'est un véritable raz-de-marée. La norme est clairement établie. Alors, pourquoi ce plébiscite? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est l'habitude, tout simplement. C'est comme ça depuis les années 70. Ensuite, il y a une grosse part de psychologie. Un acheteur préfère voir un prix unique, tout compris. Ça semble plus simple, moins angoissant. Paradoxalement, un prix affiché plus élevé peut même donner l'impression que le bien a plus de valeur. Et puis, soyons pragmatiques, c'est aussi plus simple pour les agences, car les grands portails immobiliers sur Internet sont faits pour ça, pour un prix FAI. Mais voilà. Si on gratte un peu sous le vernis de cette norme, on découvre une astuce financière assez intéressante. L'option la moins populaire, en fait, elle cache un avantage qui n'est pas du tout négligeable. On en revient à notre question. Pourquoi est-ce qu'on irait à contre-courant de 85% du marché? Eh bien, la réponse n'est pas psychologique. Elle est purement mathématique. Prenons un exemple chiffré, ça sera beaucoup plus clair. Imaginons un bien. Le vendeur en veut 300 000 € dans sa poche. C'est le prix net vendeur. À ça, on ajoute les frais d'agence, disons 15 000 €. Que l'on soit en charge vendeur ou charge acquéreur, le coût total pour l'acheteur sera le même, 315 000 €. Ça ne change pas d'un iota. Mais c'est la structure du paiement qui va tout changer. Et voici le moment clé. Si les honoraires sont à la charge du vendeur, le notaire va calculer ses frais et les taxes sur la base des 315 000 €. Logique. Mais s'ils sont à la charge de l'acquéreur, le notaire ne va calculer ses frais que sur les 300 000 € du prix net. Les 15 000 € de l'agence, eux, sortent de la base de calcul. Et le résultat? Eh bien, dans notre exemple, ce simple petit changement dans la rédaction du mandat de vente fait économiser directement à l'acheteur environ 700 € sur ses frais de notaire. C'est une optimisation fiscale simple, 100% légale et efficace.
Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La grande leçon, c'est que même si le prix final payé est identique, la manière dont il est structuré a des conséquences bien réelles. J'aime beaucoup cette métaphore. Le bateau, c'est le coût total. Il ne change pas. Mais la couleur de la coque, c'est la structure des frais. On peut la présenter de deux manières. Et le choix de la couleur, ce n'est pas juste de l'esthétique. C'est une véritable décision stratégique pour naviguer au mieux. Donc, pour résumer, le choix se situe entre deux philosophies. D'un côté, la charge vendeur, c'est la simplicité, la lisibilité, la norme du marché. De l'autre, la charge acquéreur, c'est l'optimisation, la transparence des coûts, une certaine finesse fiscale. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste une question de priorité. Et on termine avec cette question qui reste ouverte. Est-ce que le confort de suivre la norme vaut de laisser passer une économie potentielle ou est-ce que cette optimisation est une complexité inutile?